Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce deuxième Midi Hermès. Nous sommes vraiment très heureux que vous soyez avec nous pour partager votre dîner tout en apprenant peut-être de nouvelles choses. Je suis Magali Dufour, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal au département de psychologie et je serai en compagnie de Valérie Valmoric. Nous serons tous deux vos animatrices pour ce Midi Hermès. Les midis, mais juste peut-être un petit mot pour vous parler de qu'est-ce qu'un Midi Hermès. Les Midis Hermès ont été développés cette année, hein, donc vous voyez, on en est vraiment à nos premières conférences. Donc, ils ont été développés par notre équipe de recherche, équipe dirigée par le professeur Sylvia Quiroz de Concordia. Et ce que l'on souhaite faire avec ces Midi Hermès-là, c'est vraiment vous partager des résultats de pointe, donc des résultats les plus récents qu'on n'a même pas encore encore eu le temps de publier, mais qui intéressent les cliniciens. Donc, vraiment, notre souci, c'est de vous donner, donc, vous puissiez toujours être au courant de ce qui se passe dans le domaine des jeux vidéo, de la cyber et des jeux de hasard et d'argent. Donc, nos conférences midi ont été créées pour vous. Donc, on espère vraiment qu'elles vous plairont. Donc, Valérie va vous donner peut-être quelques petites consignes et ensuite, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Oui, bien, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, juste vous rappeler qu'il est possible en tout temps de poser vos questions dans la section questions et réponses, pas dans le chat, qui est un endroit plus approprié peut-être pour des commentaires. Et puis, on va traiter les questions après la présentation d'Antoine. Ça va être possible aussi là, de lever la main, on peut ouvrir votre micro sans ouvrir la caméra, rassurez-vous, si vous voulez poser votre question plutôt oralement. Et vous rappelez aussi que la présentation sera enregistrée, donc disponible en rediffusion. Le PowerPoint sera également disponible, tout comme un résumé à emporter qui résume les faits saillants afin que vous puissiez le partager peut-être à vos collègues dans une réunion clinique, par exemple. Par ailleurs, bientôt, il va y avoir peut-être aussi des petits podcasts. Donc, on vous l'annonce en primeur, là, mais ça ne sera pas peut-être dans les quelques semaines, on pourra vous envoyer un petit mot là, où est-ce que pour ceux qui voudront peut-être avoir un peu de petit, donc il y a les résumés, mais si jamais vous avez envie de réécouter certains bouts, donc il y aura peut-être des petits podcasts d'une douzaine de minutes qui seront sur le site d'Hermès. On vous enverra à tous et à toutes cette information-là dès qu'on le saura. Donc, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter notre conférencier aujourd'hui. Donc, notre conférencier est M. Antoine Lemay, qui est étudiant au département de psychologie au doctorat. Il est sous ma supervision ainsi que sous celle de Mathieu Goyette, qui est également professeur à l'UQAM. Antoine fait ses études, son bac à Bishop. Il a étudié également à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en intervention en toxicomanie. Et maintenant, il est doctorant en dernière année à l'UQAM. Antoine s'est intéressé au e-sports depuis son arrivée dans le labo. C'était vraiment lui qui a porté ce dossier-là. Donc, il va pouvoir vous en parler plus longuement. Également, Antoine est un clinicien, il va même faire son stage au CRDM cette année. Bref, n'hésitez pas à poser des questions, ça nous fera vraiment plaisir, ça lui fera un grand plaisir de vous répondre. Donc, eh bien, Antoine, la parole est à toi. Merci, Magali. Parfait. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce Midi Hermès. Donc, déjà avant d'aller plus loin, Magali l'a mentionné, je suis sous l'excellente direction plutôt de Magali Dufour et Mathieu Goyette. Et avant d'entrer dans le sujet, je tenais à remercier l'Institut universitaire sur les dépendances et le groupe de recherche Hermès pour leur divers soutien tout au long du doctorat qui est extrêmement utile et apprécié. Donc, la présentation d'aujourd'hui vise à vous permettre de mieux comprendre le profil des étudiants du secondaire qui s'investissent dans le sport électronique. Donc, ce qu'on a pour vous aujourd'hui, d'emblée, je souhaitais prendre un pas de recul pour pouvoir se remettre en contexte un peu de d'où viennent les premiers jeux, comment ils se sont transformés et où est-ce que se situe le sport électronique par rapport à tout ça. Ce qui va nous amener à parler des méfaits potentiels des jeux vidéo pour mener vers l'objectif de l'étude.
Dans un deuxième temps, on va parler davantage de la méthodologie qui va paver la voie vers les résultats, puis on va conclure avec une discussion et une période de questions. Donc, les premiers jeux vidéo ont vu le jour dans les années 50. Et cette première génération, que j'ai nommée l'ère des arcades et des consoles personnelles, évidemment comprend des jeux sur bande d'arcade et les premiers jeux de consoles personnelles. Donc, cette génération-là est caractérisée par des jeux, on pourrait dire, relativement simples, voulant dire que, par exemple, il n'y avait pas encore de possibilité de sauvegarde à ce moment-là. Le multijoueur était très limité, c'est-à-dire qu'on pouvait être deux sur une même borne d'arcade ou alors être deux sur une même console, mais sans Internet, c'était tout de même très limité. Et les objectifs étaient également très restreints, donc on parlait de faire le plus grand high score possible ou soit de vaincre son adversaire lorsque les jeux le permettaient. Ceci étant dit, c'était tout de même, pour l'époque, révolutionnaire. Très rapidement, dans les années 70-80, on a remarqué que la grande majorité des garçons jouaient aux jeux vidéo et que c'était un loisir pour eux qu'on comparait à être aussi populaire que regarder la télé, ce qui à l'époque n'était pas banal. C'est également intéressant puisque souvent on a l'impression que les compétitions de jeux vidéo, c'est un phénomène qui est très récent. Puis, en fait, on voit que même dans cette première génération de jeux-là, il y avait de la compétition qui prenait lieu. Donc, la première compétition qu'on a vue de jeux vidéo, c'est le Intergalactic Space War Olympic en 1972. Et à ce moment-là, c'est à l'Université Stanford où on invite les étudiants à participer au tournoi et le vainqueur a eu droit à un abonnement d'1 an au magazine Rolling Stone. Vous verrez qu'on a tout de même fait un bon progrès au niveau des prix remis. Un peu plus tard, dans les années 80, on voit que les tournois ont tout de même pris de l'importance. Alors là, on parle davantage de tournois nationaux et qu'il y a des milliers de participants. Dans les mêmes années, on constate aussi qu'il y a un intérêt pour visionner des matchs compétitifs, alors qu'il y a des séries à la télévision, qu'il y a des milliers de jeunes qui, à chaque semaine, pas milliers à chaque semaine, mais en total des milliers, qui vont compétitionner à l'écran. Et un peu plus tard, dans les années 90, on voit que l'importance des compétitions a continué d'augmenter, alors que là, on a des tournois nationaux, mais qui prennent la forme un peu de tournois mobiles qui vont faire le tour des États-Unis dans les grandes villes pour avoir le plus grand nombre de participants. Donc, dans les mêmes années, en début 90, on voit aussi une deuxième génération de jeux vidéo que j'ai nommé l'ère du multijoueur. Et à ce moment-là, ce qui caractérise cette génération-là, c'est vraiment la complexification des jeux. Et là, on voit des genres émerger et c'est des genres qui sont encore d'actualité. Donc, par exemple, des jeux de tir, des jeux de rôle ou les jeux de stratégie en temps réel. Et certains genres vont être plus propices aux compétitions, dont notamment les jeux de tir et de stratégie, comme ils se déroulent dans des environnements assez contrôlés, en fait, on va voir que ça favorise le fait d'avoir des matchs compétitifs versus, par exemple, les jeux de rôle qui, eux, vont demander davantage un grand investissement de temps pour développer les compétences d'un personnage. Et là, on peut se poser une question si on ne serait pas dans une troisième génération de jeux vidéo que j'ai nommé l'ère de la professionnalisation et du divertissement. Et ici, en fait, c'est bien qu'il y ait une continuité du développement des jeux, ce qui caractérise cette génération-là, c'est vraiment plus des changements au niveau macro. Donc, on voit des ligues et des structures apparaître qui vont soutenir la compétition. Il y a des plateformes de diffusion et de visionnement, et il y a également des tournois internationaux assez importants que c'est rendu possible d'être soit un professionnel de jeux vidéo ou de gagner sa vie en diffusant sur ces plateformes-là. Et parallèlement à tout ça, on voit aussi l'apparition du jeu mobile qui amène une démocratisation des jeux. Et là, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur téléphone, sur tablette, sur les consoles mobiles, ce qui nous permet de jouer à tout moment et à l'extérieur du domicile. D'ailleurs, si on fait juste une petite parenthèse pour réfléchir sur la transformation de l'environnement du jeu, c'est intéressant de voir qu'initialement, les premiers jeux étaient vraiment sur borne d'arcade et donc on devait aller à des salles d'arcade pour pouvoir jouer. Dans les années 70-80, les premières consoles ont introduit le jeu dans le domicile et ce n'était pas banal puisque à ce moment-là, le salon, c'était une pièce importante puisque la télévision est un loisir de divertissement très prisé à ce moment-là. Et finalement, l'arrivée d'Internet dans cette deuxième génération-là a un peu, on pourrait dire,
amener une migration du jeu sur console davantage sur ordinateur pour jouer sur Internet, des jeux plus interactifs. Et là, avec cette troisième génération-là, on voit un certain retour où le jeu ressort du domicile, on est davantage dans la sphère sociale, en fait, du jeu et qu'il y a des compétitions, des événements et des regroupements qui se font. Donc, si on revient au sport électronique, on voit que c'est une pratique de jeu qui semble s'inscrire dans cette troisième génération. Donc, le sport électronique ou le e-sport, qu'on définit comme la pratique compétitive de jeux vidéo, professionnels ou amateurs, coordonnée par des ligues ou des tournois, on voit que ça se différencie des pratiques qu'on associait plus aux pratiques traditionnelles, récréatives, on peut dire, puisque c'est une pratique qui est très structurée, interactive et dans laquelle il va y avoir beaucoup plus de compétition. Et par exemple, c'est pas rare de voir des joueurs qui vont enregistrer leurs matchs pour pouvoir les regarder et les re-regarder dans le but de s'améliorer ou de mieux coordonner le déploiement de leur stratégie d'équipe. Dans la dernière décennie, le e-sport est devenu un phénomène mondial. Donc, on voit que depuis 2010, il y a une constante augmentation du nombre de participants à des compétitions importantes, une augmentation du nombre de compétitions importantes, mais surtout une augmentation drastique dans les bourses remises. Donc, le Space War olympique remettait une bourse c'est-à-dire un abonnement d'1 an au magazine Rolling Stone. En 2014, on avait davantage des bourses de l'ordre du 300 000 et en 2019, le tournoi le plus lucratif avait remis une bourse de 34 millions de dollars. Ce qui est un indicateur de l'état de santé quand même du marché mondial du sport électronique, qui vaut maintenant environ 1 milliard de dollars et qu'on voit qu'il n'y a aucun indice de ralentissement dans sa progression. Parallèlement à ça, tout comme dans la première génération, on voit que cet intérêt pour le visionnement de matchs compétitifs qui fait que le visionnement de sports électroniques est rendu similaire à celui des sports plus traditionnels comme le hockey, le football ou le soccer même. Également, avec toute l'ampleur du phénomène, il y a une traction. Tout ça, c'est repris par les médias et c'est normal que ça semble naturel que ça plaise à l'esprit des jeunes de vouloir eux aussi devenir des joueurs professionnels lorsqu'on voit qu'à 16 ans, on peut devenir un millionnaire en jouant à des jeux vidéo, qu'un autre jeune se pratique 12 heures par jour et réussit à percer, et que tout ça, ça semble être la surface du phénomène. Donc, si on regarde maintenant plus l'état du sport électronique dans les milieux scolaires au Québec, on voit que c'est déjà, on pourrait dire, bien présent dans les milieux collégiaux et universitaires. Voulant dire que la majorité des institutions ont une équipe et vont compétitionner entre eux dans une ligue. Et le phénomène était relativement dans l'ombre, peut-être puisque le sport électronique n'était pas vraiment dans l'œil du public, mais aussi c'est des adultes en contexte d'éducation supérieure qui jouaient aux jeux vidéo. Donc, il y avait peut-être moins de matière à s'inquiéter. C'est vraiment en 2018, lorsqu'il y a eu le premier programme parascolaire de sport électronique au secondaire, que là, il y a des questions et des inquiétudes qui ont été soulevées sur les conséquences potentielles d'offrir des activités de jeu à l'école. Et donc, d'un côté, on avait davantage des gens qui se disaient, les jeunes jouent déjà aux jeux vidéo, aussi bien utiliser ça pour essayer de les motiver à l'école et peut-être même encadrer leur pratique de jeu. Puis de l'autre côté, on était davantage des acteurs de la santé puis au niveau scolaire, puis on se questionnait sur les conséquences potentielles, comme on mentionnait, et les risques d'augmenter le taux de dépendance au jeu. L'année suivante, on a vu apparaître les premières concentrations de sport électronique études, et peu de temps après, on a vu se structurer des ligues inter-écoles secondaires de sport électronique. Ce qui souligne que, malgré la présence d'inquiétudes, il y a de plus en plus d'écoles qui offrent du sport électronique ou qui considèrent en offrir. Et c'est important de se rappeler que les inquiétudes soulevées ne sont pas non plus tombées du ciel. On connaît les méfaits potentiels associés à la pratique des jeux vidéo. Donc, on sait qu'une pratique problématique des jeux vidéo, c'est associé à un niveau de bien-être psychosocial et de satisfaction de la vie plus bas, à une estime de soi plus faible et à un niveau plus élevé d'anxiété,
de dépression, d'impulsivité, mais aussi de difficultés psychosociales, donc scolaires, familiales. Et ça, au Québec, c'est environ 18% des jeunes qui auraient une utilisation à risque. L'expression la plus sévère des conséquences, ce serait le trouble du jeu vidéo ou la dépendance aux jeux vidéo. Donc ici, on a le diagnostic officiel du CIM-11 qui a été publié par l'Organisme mondial de la santé. Et ça fait référence à une perte de contrôle sur le jeu, à une priorité accrue au jeu versus d'autres sphères de vie et à une poursuite malgré des conséquences négatives. Et ça, au niveau mondial, c'est environ 4,6% des adolescents, dont majoritairement des garçons. À titre informatif, j'ai aussi inclus le trouble du jeu vidéo en ligne, qui est le diagnostic nécessitant davantage de recherche du DSM-5, avec lequel peut-être on est plus familier avec les critères diagnostiques qui font écho avec les autres dépendances que vous connaissez sans doute. Donc, en considérant que l'ampleur du phénomène du sport électronique, qu'il y a de plus en plus d'écoles qui offrent ou qui considèrent offrir du sport électronique et qu'il y a des conséquences connues des jeux vidéo, on a voulu comparer des adolescents qui participaient à un programme de sport électronique de façon parascolaire à leurs collègues de classe qui, eux, sont des joueurs de jeux vidéo, on pourrait dire des joueurs non e-sportifs. Donc, en termes de méthodologie, ce qui est important de mentionner d'emblée, c'est que le recrutement et la collecte de données s'est effectué au mois de janvier 2020. Donc, juste avant les premières mesures en lien avec la COVID, ce qui nous a permis d'aller dans une école secondaire pour recruter 176 garçons de 4e et 5e secondaire. Pourquoi seulement les garçons? C'est simplement une raison statistique, puisqu'il y avait si peu de filles qu'on n'aurait pas pu faire des analyses robustes et qu'on a dû se rabattre à seulement inclure les garçons pour pouvoir avoir une puissance statistique qui était viable. Et donc, on a séparé nos participants en deux groupes. 67 qui participaient au programme de sport électronique et 109 qui, eux, étaient des joueurs non e-sportifs. Pour faire partie du programme de sport électronique, les jeunes devaient premièrement avoir une autorisation parentale, maintenir leur moyenne académique, participer à des activités de prévention une fois par mois, donc par exemple la prévention de la cyberdépendance ou un atelier sur les saines habitudes de vie, par exemple, et également participer à du sport organisé une fois par semaine. Donc, respecter ce cadre-là, ça leur donnait droit à 2 séances de jeux compétitifs par semaine et un accès au local dédié au sport électronique qui est beaucoup moins glauque que les locaux informatiques qu'on avait au cégep dans le temps. Je tiens à le souligner. Donc, avec tout ça, on a comparé les participants et nos variables d'intérêt étaient premièrement de comparer au niveau sociodémographique. Donc, leur profil personnel, familial, académique. Le profil plus spécifique des e-sportifs, donc leur mois d'expérience, combien d'heures ils se pratiquent et s'ils souhaitent poursuivre. Et par la suite, on a comparé leurs loisirs hors ligne et en ligne pour terminer avec la comparaison de leurs caractéristiques psychologiques et leurs facteurs de risque au développement du trouble du jeu vidéo. Donc, en termes de résultats, au niveau sociodémographique, donc de façon pas très étonnante, on voit que les sportifs sont très semblables à leurs collègues. Donc, c'est-à-dire que c'est des jeunes de 16 ans qui vont être majoritairement canadiens, parlent français et la majorité habite avec leurs deux parents. Une première différence statistiquement significative entre les groupes, c'est de constater que les sportifs sont davantage célibataires que leurs collègues de classe. Autrement, sans qu'il y ait de différence entre les groupes, on voit que les sportifs vont étudier environ 5 heures par semaine, que la grande majorité vont avoir une moyenne académique en haut de 70% et que 40% ont un emploi à temps partiel. Lorsqu'on regarde, c'est intéressant de voir, lorsqu'on regarde le profil spécifique des sportifs, que, somme toute, la majorité avait peu d'expérience dans le sport électronique et même que, considérant qu'on a fait notre recrutement au mois de janvier, la majorité avait eu leur expérience au courant de l'année scolaire et donc ils n'en avaient pas vraiment avant le programme, alors qu'une minorité semblait avoir davantage d'expérience. Les jeunes se pratiquaient en moyenne 14 heures par semaine pour améliorer leur habileté d'e-sportif,
Et j'attire votre attention à l'écart type ici, qui est presque équivalente à la moyenne. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une moyenne de 14 heures, mais qu'il y a une grande variabilité autour de la moyenne. Voulant dire qu'il y a des jeunes qui rapportaient 0 heure ou 5 heures, par exemple, et d'autres jeunes pouvant rapporter 30 ou 40. Donc, on a cette moyenne de 14 heures, mais qu'on sent une variabilité autour de ce 14 heures-là. Et finalement, il y a 16 des jeunes qui, eux, souhaitaient poursuivre à faire du sport électronique de façon semi-professionnelle ou professionnelle. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que le profil des sportifs, en fait, ne semble pas être un profil homogène. On sent qu'il y a des jeunes qui ont peu d'expérience, qui ne s'investissent pas énormément dans le sport électronique et qui ne veulent pas poursuivre. Ça semble donc être une activité qui est positive et qui s'inscrit dans leur parcours scolaire, alors qu'il y a d'autres jeunes qui, eux, ont plus d'expérience, investissent beaucoup plus de temps et qui aimeraient poursuivre de façon soit semi-professionnelle ou professionnelle. Lorsqu'on a comparé les loisirs hors ligne des participants, sans qu'il y ait de différence significative entre les groupes, on voit que les sportifs ont une tendance à consacrer moins d'heures à des loisirs hors ligne que leurs collègues à raison de 10 heures par semaine. Par la suite, sans qu'il y ait de différence entre les groupes, on voit que les sportifs vont jouer aux jeux vidéo à raison de 18 heures par semaine et passant environ 15 heures par semaine à d'autres loisirs en ligne. Et ça, ce ne serait pas différent de leurs collègues de classe. Là où il y a une différence, c'est lorsqu'on ajoute le temps de pratique de sport électronique pour faire un temps total d'heures de loisirs en ligne, où là, les sportifs, on voit qu'ils vont avoir beaucoup plus de temps de loisirs en ligne que leurs collègues. Et ce qui s'explique par le fait que, en fait, la pratique de sport électronique, quand elle a été introduite, elle ne semble pas avoir remplacé une pratique de jeu qui était déjà en place, mais qui s'est vraiment ajoutée par-dessus pour faire ce grand cumul de temps qu'on voit. Une autre forme d'engagement qu'on peut voir avec les jeux, c'est au niveau des dépenses en argent qu'on fait avec les jeux. Et ici, sans qu'il y ait de différence entre les groupes, on voit que les sportifs ont tendance à acheter davantage de matériel informatique. Et comme l'achat de matériel informatique était le plus grand achat du tableau, bien, on voit que ça a aussi une association avec le plus grand total dépensé. Une différence significative entre les groupes est que les e-sportifs vont acheter davantage de skins au sein des jeux vidéo. Et ici, on parle donc de cosmétiques ou d'objets non fonctionnels dans les jeux. C'est donc des objets qu'on peut acheter qui ne vont pas modifier l'issue du match ou donner des habiletés particulières, mais vraiment plus modifier l'apparence des personnages, par exemple. Ce qui peut amener une réflexion sur peut-être qu'il pourrait y avoir des représentations sociales différentes au sein des jeux, ce qui s'explique par la modification des apparences au sein des jeux. Encore une fois, vous constatez la taille importante des écarts types, qui s'explique, comme on a discuté tout à l'heure, de cette grande variabilité et qui s'illustre par le fait que la moitié des jeunes vont dépenser moins de 500 $ et on voit qu'il y a une minorité qui peut dépasser plus de 3000 $. Et ici, on peut relativiser en disant que, bien évidemment, si on s'achète une console de jeu, ça va coûter très cher dans cette année-là et peut-être moins les autres années. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de questionnant de voir que les sportifs dépensent environ 1400 $ par année et que seulement 40 % ont un emploi à temps partiel. Et on peut se questionner sur comment est-ce qu'ils financent leurs dépenses. Et une hypothèse qui plaît à l'esprit est que ça pourrait être en fait soutenu par les parents, ce qui pourrait générer peut-être une certaine forme de tension en lien avec les jeux. Évidemment, ici, on n'a pas une relation de causalité, mais on fait des hypothèses en réfléchissant ces données-là avec vous. Par la suite, on s'est intéressé aux bienfaits que les e-sportifs percevaient de leur pratique de jeux vidéo. Et ici, dans ce tableau-là, on a utilisé une échelle de 0 à 10 où on s'est intéressé aux impacts moyens ou plus. Et donc, sans qu'il y ait de différence entre les groupes, on voit que les bienfaits les plus saillants pour les sportifs vont être au niveau social, au niveau psychologique et au niveau de leur motivation générale. Il a été intéressant de voir qu'il y avait tout de même peu de bienfaits au niveau de la sphère académique ou d'emploi, ou même sur leur motivation scolaire. C'était un peu suggéré d'ailleurs que ça allait augmenter la motivation. Et là, on voit que ça semble plutôt être une activité que les jeunes aiment, qui s'inscrit dans un parcours scolaire, plutôt qu'avoir un effet plus direct sur la motivation scolaire. Également,
c'est intéressant de voir que 22 des jeunes rapportent des bienfaits dans leurs relations sociales, puisque des difficultés dans leurs relations familiales, pardon, puisque des difficultés familiales, c'est un facteur de risque au développement du trouble du jeu vidéo à l'adolescence. De l'autre côté, au niveau des méfaits perçus qui découlent des jeux vidéo avec la même échelle, ici, on voit que les sportifs ont rapporté avoir davantage de méfaits au niveau de leur sphère de l'éducation et d'emploi. Et ça a été curieux ici, puisqu'on a vu qu'ils consacraient le même temps d'études, qu'il y avait une moyenne semblable. Et donc, on n'a pas vraiment détecté ces conséquences-là, mais eux-mêmes rapportent vivre des méfaits dans cette sphère-là. Autrement, il y a peu de méfaits qui ont été rapportés par les jeunes, mais il y a tout de même 25 des sportifs qui rapportaient des méfaits au niveau familial, ce qui est un peu paradoxal avec le 22 qu'on vient tout juste d'aborder. Mais en fait, on pourrait réfléchir ça encore avec ce peut-être double portrait e-sportif où certains jeunes qui sont moins engagés dans leur sport électronique et que le programme structure davantage leur pratique de jeu pourraient rassurer les parents et avoir des bienfaits, alors qu'un jeune qui était déjà engagé dans les jeux et s'engage énormément dans le sport électronique pourrait augmenter les inquiétudes déjà présentes des parents qui pourraient expliquer ces méfaits-là. Encore une fois, on est dans des hypothèses à tête chaude et pas dans des relations de causalité. Par la suite, au niveau des comparaisons des caractéristiques psychologiques et des facteurs de risque, ici, on va prendre notre temps puisqu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce tableau-là et que c'est important. Donc, la plus grande différence entre les groupes, c'est vraiment de voir qu'il y a le tiers des sportifs qui pourraient être considérés comme des joueurs problématiques ou comme étant dépendants aux jeux vidéo, versus 13 pour leurs collègues. Donc, pour nous, c'était étonnant, puis c'est vraiment, on voit que c'est les deux prévalences, que ce soit 33 ou 13 on dépasse largement le 7 qu'on parlait initialement au niveau mondial des adolescents qui vont développer un trouble du jeu vidéo. Par la suite, on voit que sans qu'il y ait de différence entre les groupes, il y a environ 15 des jeunes qui auraient une utilisation problématique d'Internet. Ça a été étonnant de voir qu'environ 40 des jeunes avaient un diagnostic de santé mentale et que plus de 50 des jeunes avaient une estime de soi soit faible ou très faible. Une différence significative entre les groupes a été de voir que les e-sportifs rapportaient davantage de détresse psychologique élevée que leurs collègues de classe. Et finalement, sans être significatif, mais on voit que les sportifs ont une tendance à avoir participé dans leur vie à davantage de jeux d'hasard et d'argent que leurs collègues. Ce qui est intéressant puisque dans la littérature scientifique, on voit des associations entre les e-sportifs adultes et l'intérêt aussi pour les jeux d'hasard et d'argent. Et ici, on voit que ce n'est pas une différence statistiquement significative, mais comme ils sont jeunes, ça pourrait témoigner de cet intérêt-là et comme ils seraient peut-être au début d'une trajectoire, que ça se manifeste par simplement le fait d'avoir essayé un peu plus que leurs collègues des jeux d'hasard et d'argent. Et donc, ce qui est important de considérer dans ce tableau-là, outre les différences par les groupes, c'est que d'emblée, il y avait une structure protectrice pour les sportifs et qu'on a dû capturer cet effet-là. Et que malgré tout, on voit qu'il y a un haut pourcentage de jeunes qui pourraient avoir une utilisation problématique des jeux et qui vivent la détresse. Et encore plus loin, on pourrait réfléchir au fait que ça pourrait être bénéfique également d'élargir cette prévention-là qui a été faite, puisque sans que ça soit au même niveau, on voit que les autres joueurs de jeux vidéo, eux aussi ont quand même un niveau de détresse psychologique élevé, qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui pourraient être plus à risque de développer une utilisation problématique d'Internet ou des jeux vidéo. Donc, avec tout ça, quand on réfléchit, c'est quoi le profil des jeunes e-sportifs? On voit que ce sont des adolescents qui ont tendance à passer un peu moins de temps hors ligne que leurs collègues. Ils vont passer environ 15 heures de plus par semaine à faire des loisirs en ligne et ils seraient plus dépendants aux jeux vidéo que leurs collègues, tout en présentant davantage de détresse psychologique. Ils rapportent plus de dépenses en lien avec les jeux vidéo et eux-mêmes vont rapporter des méfaits dans une sphère d'éducation et d'emploi, ce qui est paradoxal de leur offrir à eux, à ces jeunes-là, des jeux vidéo en contexte scolaire. Donc,
On pourrait terminer avec quelques pistes de réflexion avant de procéder à une période des questions et de vous entendre. Donc, premièrement, ça pourrait être intéressant de réfléchir le profil des sportifs comme étant un profil distinct. Donc, on connaissait le profil des joueurs récréatifs, on connaissait le profil des joueurs dépendants et on voit qu'ils semblent un peu entre les deux et pas faire écho avec ni un ni l'autre. Donc, par exemple, l'étude réalisée par Magali Dufour sur les jeunes qui s'auto-rapportaient dépendants aux jeux vidéo et qui recherchaient de l'aide, on voit que ces jeunes-là dépendants vont passer 15 ou 20 heures de plus sur les écrans que les sportifs. On voit qu'ils ont davantage de troubles de santé mentale et de comorbidité et de façon globale qu'ils vont avoir davantage de conséquences observables, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les e-sportifs. C'est également intéressant de considérer l'étude de Peters qui souligne qu'il y a 3 profils de joueurs chez les adolescents. Donc, des joueurs plus récréatifs, des joueurs plus engagés ou passionnés, ou finalement des joueurs qui vont être plus problématiques ou dépendants. Et ici, on a un peu ce sentiment-là qu'il semble avoir ces profils-là également sous le chapeau des sportifs, sous la population des sportifs, comme on voyait alors qu'il y a des jeunes qui sont vraiment moins investis et qui ont peu d'expérience et ne veulent pas vraiment continuer, ce qui semble vraiment être pour eux une activité agréable alors qu'ils sont à l'école, alors que pour d'autres, ça semble être plus une passion et sont fortement engagés dans les jeux vidéo. Pardonnez-moi. Et finalement, ces joueurs engagés-là pourraient également glisser vers l'utilisation plus problématique et même devenir dépendants. Dans le même sens, c'est également intéressant de considérer la passion envers les jeux vidéo qui a été abordée lors du dernier Midi Hermès. Donc, qui a été abordé d'ailleurs par Dr Morvanou et Valérie Van Mourick. Et donc, de façon sommaire, on peut résumer que lorsqu'un jeune a une passion envers les jeux vidéo, selon le concept élaboré par Robert Vallerand à l'UQAM, on pourrait qualifier cette passion qu'elle pourrait vaciller entre un pôle plus harmonieux ou un pôle plus obsessif. Évidemment, le pôle plus harmonieux est en harmonie avec la vie, s'inscrit positivement dans la vie de la personne et apporte des bienfaits, versus une passion plus obsessive va vraiment prendre toute la place dans la vie d'une personne et est associée à davantage de conséquences, dont notamment la dépendance aux jeux vidéo. Et donc, ce qui était abordé par Dr Morvanou était, la dernière fois dans le Midi Hermès, comment on pourrait protéger cette passion-là qui pourrait, par le fait même, protéger de glisser vers quelque chose de plus obsessif ou même de glisser vers la dépendance. Et c'est intéressant puisqu'une des façons que Dr Morvanou proposait de protéger cette passion-là était un peu comme si le fait de diversifier nos activités ou de diluer notre passion, ça permettait de la garder dans le temps sans qu'elle prenne trop de place et maintenir son aspect positif. Et particulièrement avec les jeunes e-sportifs, considérant qu'ils passent beaucoup de temps devant les écrans, moins de temps hors ligne, et dans leur temps devant les écrans, ils ont tout de même 30 heures de pratique de jeux vidéo. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à un meilleur balance entre leur activité hors ligne et en ligne, mais aussi une diversification de leur activité en ligne, ce qui pourrait favoriser le fait de maintenir une passion qu'ils ont de façon plus harmonieuse et éviter de glisser vers peut-être une utilisation plus problématique. Également, on a parlé brièvement de l'encadrement, mais c'est intéressant de réfléchir aussi sur ce qui est en place actuellement. Donc, jusqu'à présent, l'encadrement pour le sport électronique, on pourrait dire que c'est un peu sur la bonne volonté des promoteurs ou des gens qui vont le déployer. Ceci étant dit, ça ne veut pas non plus dire que c'est le Far West et que rien n'est fait. Comme vous le constatez, le programme en place avait une structure, des intervenants, faisait de la prévention ciblée. Donc, on considère que les gens font tout de même leur possible, mais on a une absence de meilleures pratiques ou d'uniformité dans les milieux. Et c'est dans ce contexte-là que le nouveau micro-programme en développement de sport électronique à l'Université du Québec à Trois-Rivières pourrait vraiment être un pas dans la bonne direction pour uniformiser les pratiques, favoriser un bon déploiement du sport électronique et même peut-être le développement de recommandations de meilleures pratiques sur comment développer positivement ou favorablement le sport électronique.
Finalement, on a également besoin de davantage de recherche sur le sport électronique. C'est important de considérer que la majorité des études ont été réalisées premièrement auprès d'adultes, mais aussi auprès de professionnels qui gagnent leur vie en jouant aux jeux vidéo, ce qui ne fait pas vraiment écho avec les jeunes qu'on voit au secondaire. Et donc ici, on a le premier regard sur les jeunes et sportifs au milieu scolaire, mais même si c'est un premier regard précieux, ça reste que c'est une photo de la vie des participants, alors qu'on aurait besoin de davantage de recherches qui vont s'inscrire dans le temps pour pouvoir suivre les jeunes et voir comment ça s'inscrit dans leur vie, quelles sont les conséquences positives qu'ils vont tirer, quelles conséquences négatives ils vont avoir, et également comment s'inscrit le concept de passion dans tout ça. D'ailleurs, Magali, si tu es toujours présente, peut-être je t'offre quelques minutes si tu souhaites parler justement de ce nouveau projet fort intéressant que tu as. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour cette belle réflexion sur le e-sport. En fait, comme vous le dit si bien Antoine, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, ceux qui sont dans un programme de e-sport, il faut bien penser que c'est juste un, eh bien, on pense qu'ils sont plus à risque. Par contre, on ne sait pas si ils avaient déjà peut-être des problèmes de jeux vidéo ou il y avait déjà comme une fragilité, puis c'est le fait de s'inscrire dans une équipe de e-sport qui a augmenté, ou au contraire, ben, ils étaient comme ça, puis ils sont restés comme ça. Hein. Donc, on ne comprend pas vraiment, est-ce que c'est le e-sport qui a comme ajouté quelque chose où on avait déjà des jeunes qui avaient des problèmes. Donc là, le projet qu'on va débuter va être d'essayer de suivre ces jeunes-là pour voir à court terme, mais aussi un peu plus à long terme, quel est vraiment l'effet de cette activité? Parce que, comme Antoine vous l'a dit, ça pose des questions d'amener du jeu vidéo dans des écoles. Et donc, de poser la question, est-ce qu'on met des jeunes à risque? Et il y a eu, ça a même remonté à l'Assemblée nationale de se poser la question, mais est-ce que les jeux vidéo devraient aller dans les écoles? Hein, est-ce qu'on fait de la place à cette activité-là alors qu'on sait que pour une petite partie, ça peut poser des problèmes et comment les protéger? Et ce qu'Antoine ne vous a pas dit, c'est que c'est justement cette école-là a été vraiment très, très on vous a peut-être moins parlé, là, mais ils ont été super proactifs. Il y avait de la prévention, les jeunes devaient faire du sport. Il avait même fait un lien avec le CRD de cette région-là pour être sûr que quand ils détectent un jeune qui a des problèmes, mais qu'il y ait un lien. Et ça, on a trouvé ça intéressant. Puis c'est un peu comme ça que nous, on est venu à faire de la recherche avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui font des liens avec les CRD en disant, est-ce que vous pouvez nous soutenir si jamais on voit un jeune qui a des problèmes? Et ça, moi, je trouvais ça super important parce que ça montre un bon lien entre milieu scolaire et nos milieux de traitement. Hein? Et ça nous montre aussi comment il y a une préoccupation pour les jeunes. Puis vous avez vu dans les travaux d'Antoine comment il y a 13% des non-e-sportifs qui ont un problème de jeux vidéo. Fait il y a quelque chose à faire dans les écoles pour détecter ces jeunes-là qui ont des problèmes avec les jeux vidéo. 13%, c'est quand même beaucoup. C'est sûr que là, ce n'est pas les plus sévères. On a mis le groupe à risque et le groupe problématique, là, mais c'est quand même un assez gros groupe pour dire, hey, on devrait peut-être faire des actions préventives peut-être un petit peu plus importantes, peut-être qu'il devrait mieux connaître nos ressources, peut-être qu'il devrait y avoir de l'évaluation. Je pense je pense que peut-être que je te vole un petit punch, Antoine, mais je pense qu'il faut s'intéresser à l'ensemble de ces jeunes-là parce que ça nous sonne une petite alarme. Vas-y, Antoine, si tu veux poursuivre. Oui, merci Magali. Et justement, donc, on allait dans ce sens-là en disant, comme on le mentionnait au début, les jeux vidéo non plus, ça ne date pas d'hier, on voit que c'est là depuis longtemps et depuis les années 80, pardon, on voit qu'il y a des écrits scientifiques où est-ce qu'ils voient que les jeunes, particulièrement les jeunes, surtout les garçons, s'intéressent aux jeux vidéo, jouent aux jeux vidéo et qu'il y a une minorité qui vont développer des conséquences. Et là, on est vraiment comme dans toutes les autres dépendances, dans le continuum de dépendance où ça peut aller, par exemple, d'une utilisation, si on parle de jeux vidéo, d'une utilisation récréative sans conséquence, qui peut même avoir des bienfaits, à une utilisation qui peut être un peu plus à risque avec certains méfaits, ou une expression plus sévère où là, on va avoir des conséquences et davantage de dépendance, par exemple. Et c'est là que c'est intéressant de considérer, pas de diaboliser les jeux vidéo, mais de considérer la pratique actuelle des jeunes dans ce spectre-là et de comment
considérer, comme Magali le soulignait, de faire des partenariats pour lorsqu'on détecte des jeunes, justement, qui sont plus à risque, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir et pour les aider. Donc, on mentionnait d'un côté, il peut y avoir le fait de favoriser que cette passion-là reste harmonieuse, pardon, mais également un niveau peut-être de faire de l'évaluation, de la détection tout au long de l'année, peut-être même particulièrement chez des jeunes qui souhaitent persévérer dans le sport électronique au travers le temps, qui souhaitent être professionnels, puis en faire aussi au cégep, puis même continuer à l'université, voir si ces jeunes-là ne seraient pas plus à risque et de faire des partenariats pour les référer, les soutenir pour éviter des conséquences. Puisqu'on se rappelle aussi que ce qui est intéressant avec ce continuum-là, c'est lorsqu'on parle de sport électronique, l'objectif n'est pas juste le côté récréatif, mais également le côté compétitif. Et même pour les jeunes, je crois qu'il y a quelque chose qui fait écho lorsqu'on regarde ça, de voir que un jeune qui ne va pas bien, ce n'est pas un jeune qui va être performant dans les jeux vidéo. Un jeune qui est déprimé, un jeune qui est dépendant, ce n'est pas quelqu'un qui va être meilleur. Et à ce sens-là, c'est là également que l'encadrement peut être intéressant, puisque ce qui est proposé par les promoteurs de sport électronique, ce n'est pas nécessairement de jouer plus pour être bon, mais de jouer de façon plus structurée. On pourrait avoir en tête, si moi je veux être joueur dans la Ligue nationale quand j'étais adolescent, mais que plutôt qu'à être inscrit dans une ligue, dans une équipe, d'avoir un coach et de faire des camps d'été, je tire 15 heures par jour sur ma porte de garage. C'est possible que je développe les meilleures mains de la Ligue nationale, mais vraisemblablement, ça risque de prendre beaucoup de mon temps, d'avoir des conséquences et je risque même de répéter les erreurs que je fais. Donc, cette structure-là et l'encadrement pourraient être favorables pour réduire le temps de jeu, le rendre plus efficace en termes de performance. Donc, pour ma part, c'était tout le temps que j'avais. Donc, je vous remercie grandement pour votre temps et votre écoute. J'ai bien hâte d'entendre vos questions et vous avez également mon adresse courriel si vous souhaitez m'écrire ou vous souhaitez être en contact. Également, vous avez les références utilisées lors de la présentation à titre indicatif. Donc, en vous remerciant. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation très intéressante. Plusieurs t'ont félicité et t'ont remercié dans le chat. J'ajouterais peut-être tout simplement de dire, vous avez vu dans les chiffres importants qu'Antoine, vous savez, on aime les chiffres. Hein, qu'est-ce que vous voulez? On est un peu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la pratique du sport n'est pas si grande. C'est quand elle s'ajoute à plein de choses, on devient avec un 45 heures par semaine, un 47 heures, ça commence à faire beaucoup de loisirs. Et là, je sais que je vais insister, puis vous me connaissez là maintenant. Dans le débat Internet, on regarde l'ensemble des choses, puis quand vous faites de l'évaluation, je voudrais que vous continuez cet aspect-là, parce que parfois, juste une chose toute petite paraît pas si banale, mais quand on l'ajoute à 15 plus un autre 10 heures, bien là, on vient avec un 45 heures et là, ça commence à prendre de la place. Et là, vous voyez que l'équilibre entre les loisirs vient à un peu partir. Gabriel, vous êtes écrit, Antoine, dans le chat qu'il aimerait beaucoup avoir ton courriel. Super présentation. Est-ce que vous avez des questions pour Antoine? Peut-être juste préciser que ce Midi Hermès-là est en fait en collaboration avec l'IUD et je m'excuse, lors de ma présentation, j'ai oublié de la nommer. Et Antoine a fait une petite erreur quand il a parlé de la conférence du professeur Marovanou. C'était non pas un Midi Hermès, mais bien une conférence de l'IUD. Et dans le chat, si vous remontez, on vous envoie le lien si jamais vous avez envie d'entendre parler de la passion. Dans le chat, il y a ce lien-là pour pouvoir aller les voir. Juste un petit rappel aussi pour les questions, de les poser dans la section questions et réponses dans le Q&A, juste en bas. C'est plus facile pour nous là, pour les filtrer. Mais on peut peut-être revenir déjà là, dans le chat. Il y avait eu une discussion pendant la présentation d'Antoine sur la perception des méfaits. Je sais que Magali t'a répondu un peu, mais peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Donc, enfin, Antoine, on posait la question, est-ce que tu penses qu'il y a une meilleure perception des méfaits justement en raison de la prévention que les sportifs ont eue? Et puis, ça ferait donc, si ils ont une meilleure perception, bien, ça ferait augmenter un peu leur score, ce qui est tout à fait juste.
En fait, c'est difficile de se positionner sur une question comme ça, puisque ben, c'est d'un côté, effectivement, en ayant eu de la prévention, en étant plus sensible, c'est possible sont à même de mieux détecter, par exemple, des méfaits. Mais en même temps, on voit qu'il n'y avait pas énormément de méfaits détectés et il y a d'autres études qui soulignent même que ben, les jeunes ne sont pas nécessairement les meilleurs juges des méfaits qu'eux-mêmes vont vivre. Donc, c'est un petit peu difficile de se positionner par rapport à cette question-là, mais c'est intéressant tout de même de regarder aussi pour bien juger des méfaits, que parfois, ben, d'autres jeunes, des amis, l'entourage ou même la famille peuvent être des juges complémentaires pour voir s'il y a, par exemple, eu des changements dans la vie de la personne. Je ne sais pas si ça répond un petit peu sur la perception des méfaits et des bienfaits. Oui, Antoine, merci. Puis en fait, je pense qu'il faut que vous reteniez, c'est une première étude et on a comme une sorte de paradoxe, hein. On trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes de jeu, puis en même temps, on ne voit pas trop de méfaits. Fait qu'est-ce qu'on se pose la question, est-ce que nos instruments sont hypersensibles? Fait que là, il faut prendre ces résultats-là avec un petit grain de sel également. On a une question Et peut-être même avant la prochaine question, Magali, je me permets pour faire du pouce sur ce que tu dis sur les outils, puis je trouve que c'est extrêmement important aussi qu'on peut se questionner sur nos outils qui peuvent peut-être capter des jeunes qui sont très engagés, mais qui n'ont pas nécessairement de conséquences. Et c'est là que peut-être le principe de passion peut venir tempérer un peu cette grande prévalence qu'on voit, parce que peut-être on capte des jeunes qui sont passionnés, très engagés, mais un peu comme on pourrait dire, ben, quelqu'un qui joue dans le hockey 3 lettres, ben, si tu demandes s'il se pratique au hockey, s'il en parle avec ses amis, mais ça va être quelque chose de très présent dans sa vie. Et donc, on a de la misère à faire cette distinction-là puisqu'on ne les connaît pas encore beaucoup. C'est vraiment un premier regard. Donc, on a une question vocale. Est-ce que vous voulez nous la poser? Je crois que c'est M. Tellier, Benoît Tellier, est-ce que je me trompe? Allez-y, M. Tellier, puis vous pouvez ouvrir votre caméra, ça nous fait plaisir de vous voir. Il faut ouvrir votre micro, malheureusement, on ne vous entend pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, OK, parfait. Ben, tout d'abord, mes félicitations à M. Lemay, puis même vos interventions aussi, Mme Dufault, c'était vraiment très, très intéressant. En fait, c'est moi qui ai monté le microprogramme en développement du sport électronique à l'UQTR, donc je suis très content de la publicité que vous nous avez fait. Merci beaucoup. Ma question, en fait, pour M. Lemay, on a parlé beaucoup là, du programme, puis en passant, les résultats de l'étude sont vraiment intéressants. Puis, bref, je vous lance l'invitation. Si vous venez venir rencontrer mes étudiants la semaine prochaine, on aborde la thématique justement de la recherche en sport électronique. Donc, je trouve que votre présentation tombe à point. Qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, au niveau de la place des parents, puis comment on sensibilise les parents aussi, parce qu'on sait qu'au niveau de l'éducation, oui, il y a beaucoup d'éducation qui se passe à l'école, mais il y en a beaucoup aussi qui se passe à la maison. Quelles seraient les avenues pour essayer d'aller chercher les parents aussi, pour les amener un peu avec nous dans la sensibilisation, puis l'encadrement du sport électronique? Merci pour la question. Puis, ben, si vous souhaitez qu'on discute plus pour votre cours de la semaine prochaine, n'hésitez pas à m'écrire. Mais oui, c'est une très bonne question puisque je l'ai abordé brièvement en parlant de ce paradoxe-là un peu entre les bienfaits et les méfaits quant aux relations familiales. Et il y a quelque chose à réfléchir que, ben, justement, pour des jeunes, que ça ne peut avoir l'effet de réduire ces inquiétudes-là, mais que le programme a peut-être amené aussi les parents à s'intéresser davantage, à ouvrir des discussions et qui aurait tout avantage à les inviter justement au départ et même ponctuellement pour qu'ils comprennent bien c'est quoi la pratique et qu'ils comprennent bien aussi que tout le monde soit sur la même page, comme on mentionnait, qu'on ne parle pas, en proposant du sport électronique, on ne favorise pas et n'encourage pas l'excès, mais c'est une pratique différente. Donc, c'est une pratique qu'on peut réduire en étant plus efficace pour être compétitif. Mais ce qui est promu, ce n'est pas de passer 25 heures par semaine. Et j'ai l'impression que peut-être certains parents qui ont cette inquiétude-là lorsqu'ils voient leurs jeunes qui sont déjà des gamers, des bons gamers, et là, en plus, ils vont rajouter une pratique et que ça fait ce grand temps. Et là, ça fait des inquiétudes. Et s'il n'y a pas eu cette discussion-là ou cette ouverture ou cette inclusion-là des parents, et là, il y a cette méconnaissance qui peut avoir lieu et qui peut faire des conflits au sein de la famille même. Et ces conflits-là à l'adolescence peuvent même encourager de se tourner encore plus vers les jeux parce que les parents ne comprennent pas en plus.
Je caricature un peu ici, là, mais vous voyez. En Merci. fait, Oui. merci, M. Tellier, de votre excellente question. Je pense que vous avez raison qu'il faut que les parents, peu importe qu'on soit dans un programme de e-sports ou non, s'intéressent pour de vrai à ce loisir, sans nécessairement, parce que là, il y a comme toujours un conflit où ils jouent, c'est donc pas bon, il y a comme toujours cette étiquette-là. Et je pense que dans en clinique, on a aussi intérêt à s'intéresser véritablement, un peu comme on le ferait pour n'importe quoi, là, quand quelqu'un fait un sport, on s'y intéresse même si on ne le connaît pas. Je ne sais pas, le handball, moi, je ne connais pas, mais je vais m'y intéresser. Donc, la neutralité thérapeutique, il va falloir la faire acheter aux parents parce qu'ils doivent s'y intéresser pour qu'ensuite on puisse négocier peut-être un encadrement, un nombre d'heures, un nombre de moments de pause, bref. Mais il faut qu'on dépasse un peu ce clivage de c'est pas important, c'est pas intéressant. Puis peut-être justement le fait d'être dans un programme avec scolaire, bien, ça fait que les parents vont s'y intéresser un peu sans avoir, parce qu'on ne veut pas avoir un modèle moral avec les jeux vidéo. Là. On sait que ça a coûté cher en dépendance de juger les gens. On le fait avec les jeux d'hasard et d'argent. Il ne faudrait pas reproduire les mêmes choses qu'en jeu vidéo. Et je renchéris une fois de plus et on voit que ces effets-là, on peut les voir de différentes façons. Donc, d'une part, sur les jeunes, mais si, exemple, je fais le parallèle avec d'autres sports, puisque je le considère un peu comme si c'est une discipline, les e-sports. Si moi, je joue au soccer, puis que quand je vais dans ma famille, j'ai un oncle qui dit puis, qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Puis mon père ou ma mère ne serait pas capable de dire c'est quoi que je fais quand je joue au soccer. Je ne sais pas trop, là, toutes les semaines, il va dans un champ, puis il frappe sur un ballon. Ça finit que ça ne ferait pas beaucoup de sens, puis ça ne devient pas intéressant dans l'expérience en tant qu'enfant versus ben, si le parent est dans l'estrade, il sait que le jeune, qu'est-ce qu'il fait, il connaît les règles, il sait comment ça marche, et de savoir comment les jeux fonctionnent, ça pourrait même réduire des conséquences ou, par exemple, mais des fois, de façon préventive, on peut réduire des conflits. Si je me fais appeler pour souper quand je suis en plein match, je risque de ne pas monter souper versus si je me fais dire 30 minutes d'avance, ben peut-être je ne vais pas commencer une partie et ça peut permettre une meilleure, on pourrait dire, relation au sein de la famille comme ça. Après ça, évidemment, si l'encadrement n'est pas respecté, c'est une autre discussion, mais ça l'offre cette opportunité-là d'avoir une meilleure entente au sein de la famille. Ben, Merci, Antoine. Oui, mais merci beaucoup. Puis, juste une petite mini sous-question, je m'excuse. Est-ce que vous savez si dans le programme de votre recherche, s'il y avait, parce que je sais que dans le sport traditionnel, souvent, il y a des rencontres de parents en début d'année avec les parents des joueurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait dans ce programme-là, à votre connaissance? Il y avait une rencontre en tout début pour expliquer, mais en toute franchise, je ne suis pas certain par la suite à quel point il y avait comme un suivi au travers du temps que les parents étaient inclus, comme par exemple, je ne sais pas trop, une rencontre par étape au secondaire pour faire un peu un bilan. Ça, je peux moins me prononcer, mais je sais que c'était initialement expliqué aux parents et qu'ils devaient signer une autorisation pour permettre à leurs jeunes de participer. Merci beaucoup. J'inviterais aussi peut-être tout le monde à aller voir le site posetonecran.com qui donne des outils pour les parents. C'est gratuit, il y a toutes sortes de choses. Là, c'est fait par Capsana. Donc, j'encourage d'aller voir. Là, il peut y avoir aussi des choses si vous avez des parents qui sont préoccupés par l'utilisation des jeux vidéo de vos enfants. Peut-être qu'on a le temps d'une dernière question, je crois, Simon. Merci. Allez-y, Simon. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Oui, parfait. Je me souviens d'avoir tenté d'expliquer à mon père plus jeune pourquoi mon frère ne pouvait pas venir souper parce qu'il tankait Nax Ramas, pour ceux que ça veut dire quelque chose, là. C'est pas le but de mon intervention. Je me demandais, là, dans le processus de recherche qui a eu lieu, ou ceux dans le futur, il est question de documenter le modèle de jeu qui est utilisé dans le cadre des cours. Tu sais, tous les jeux ne sont pas faits égaux, ils ont des mécanismes de rétention de joueurs, ils ont des communautés qui sont toxiques à différents niveaux. Donc, documenter les jeux en particulier et les jeux qui sont utilisés à la maison, puis les actions que les jeunes font par rapport à ces jeux-là. Est-ce que c'est de la pratique? C'est-tu récréatif? Est-ce qu'ils regardent des stratégies et leur utilisation des médias? Est-ce qu'ils vont consulter des stratégies aussi sur les médias? Est-ce que tout tourne autour justement de la performance et du récréatif, mais dans des axes différents, dans des communautés différentes? Okay. Pardon, j'ai peut-être perdu la question au fil de votre intervention, mais je souligne votre exemple avec les parents en tout début d'intervention. Donc, peut-être juste la rephraser rapidement.
Est-ce qu'il est prévu de documenter quels jeux vidéo seraient utilisés à l'école ou à la maison, étant donné que ce n'est pas tous les jeux qui sont créés égaux et qui n'entraînent pas tous les mêmes comportements chez chacun des jeunes? Parfait, merci. Prévu, ça serait très intéressant de l'inclure puisqu'on sait que les structures des jeux ont des effets différents. Donc, notamment dans la littérature, on savait que les jeux, les MMORPG, comme World of Warcraft à laquelle il faisait référence, avaient grandement été démonisés dans le passé puisque c'était associé avec la dépendance. En même temps, ce n'est pas nécessairement le type de jeu qui est nécessairement propice à faire des matchs de compétitifs puisque c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose d'intéressant, justement, de les réfléchir quels jeux on souhaite inclure, et également de faire, on pourrait dire, même de la psychoéducation sur, mais c'est quoi ces structures de jeux-là? Que les jeunes sachent c'est quoi les pièges dans les jeux vidéo. Et là, on pourrait penser, par exemple, soit à des mécaniques de jeu, de rétention, soit à des notifications, des sortes de bonus qui sont mis, ou même au principe de loot box qui sont très semblables aux jeux d'hasard et d'argent, mais que lorsqu'on ne connaît pas, on est adolescent et on n'est pas encore très ferré en statistiques, ça peut être difficile à comprendre finalement qu'on a 0,001% de chance d'avoir ce qu'on a acheté. Donc, sans que ça soit nécessairement actuellement inclus, je crois qu'on aurait tout avantage à considérer les aspects structuraux des jeux, au moins pour que les gens puissent être conscients et agir accordément. Merci beaucoup, Antoine. Il est déjà 12h57. Merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Ça fut un plaisir. Nos prochains midis Hermès vont aller en septembre. Je vous dis peut-être comme petit, ça va parler de TDAH et de jeux vidéo. Ça va probablement parler de binge gaming. Puis peut-être du pardon. On vous en reparle en septembre. On vous envoie le programme pour l'année prochaine. Merci à tous d'avoir été présents. Merci, Antoine. Merci Valérie, merci l'IUD, merci l'équipe Hermès. Je vous souhaite un excellent été. Profitez-en pour vous reposer et on se revoit à l'automne avec toutes sortes de projets, avec le projet de Virtua, avec le projet de e-sport longitudinal, puis avec les étudiants. Bon été à tous et à toutes.